Bonjour Fulvio. Bonjour Brigitte. Alors, je suis avec Dr Fulvio Mazzola, qui est médecin généraliste. Alors, tu as gradué en 1980 à l'Université de Paris et en parallèle, tu faisais des études en psychothérapie pour devenir psychothérapeute en comportemental cognitif. Donc, c'était pour toi, dès le début, ce besoin de jumeler l'aspect technique médical et l'aspect psycho-spirituel de l'individu. Comment tout ça s'est amalgamé dans ton parcours et dans cette volonté de t'inscrire? Je pense que ce qui m'a interpellé, c'est que j'étais plus intéressé par le malade que pour la maladie. Et donc, ma vocation était plutôt d'être généraliste qu'un spécialiste des amygdales ou des oreilles ou d'un tympan ou d'un foie. Mais dans la prise en charge, il y a la prise en charge, on est physique et aussi psychologique. On n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un esprit. On a un corps et un esprit et les deux fonctionnent ensemble. Ouais. Oui, tu me partageais avant qu'on débute que tu as vécu certaines difficultés avant tes études et c'est ça qui t'a inspiré à devenir médecin et aussi d'avoir ce parcours très particulier, de te sentir proche du soigné. Oui, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans le choix d'un métier. On est quand même porté par quelque chose. Je pense profondément qu'on demeure sensible à ce qui nous a touché très profondément dans son enfance. Et au cours de mon enfance, j'ai vu autour de moi beaucoup de souffrances, de non-dits, que la parole était neutre et la parole n'était pas authentique. Et au cours de mes études de médecine, j'ai traversé les hôpitaux psychiatriques où je me suis rendu compte de la solitude, de la souffrance que peut avoir un patient en psychiatrie lorsqu'il est seul face à lui-même et qu'il n'y a pas autour de lui quelqu'un qui puisse l'entendre, le comprendre ou l'accompagner. J'avais envie, je crois, d'être un bon médecin et donc de prendre en charge autant l'aspect technique, physique, que l'aspect affectif, donc équilibrer les deux sans pour autant me laisser emporter par la souffrance ou par l'affect. Et ça, il y a des techniques pour ça dans nos approches spirituelles, on sait comment faire, et maintenant c'est approuvé sur le plan technique aussi. Voilà. Donc je Oui, parle de la compassion. mais en fait, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a des données scientifiques, la compassion, la gratitude, qui est une de tes expertises, qui font en sorte que l'individu, dans la relation soigné-soignant, et dans cette relation, d'où l'émergence de la possibilité de la guérison et aussi de l'éveil de l'individu. Voilà. Parce que si moi je visais la guérison de tous mes patients, je dévisse ma plaque, parce que la mort est toujours au bout. Donc il s'agit à un certain moment de pouvoir accompagner le patient jusqu'au bout. Et quand on parle de compassion, c'est pas forcément être gentil. Non, c'est les travaux scientifiques montrent maintenant que l'empathie peut aboutir à de la détresse si je fais que raisonner avec la souffrance de l'autre. Je peux, à la longue, si je suis du matin au soir dans une relation empathique, il y a un burn-out empathique. Par contre, si j'ai une approche dite compassionnée, j'aurai toujours dans mon esprit qu'est-ce que je peux faire au mieux pour ce patient. Donc il y a cette démarche d'être ouvert à tous les possibles, à tout ce qui peut être proposé par un médecin, que ce soit sur le plan technique, médical, mais aussi autre accompagnement à côté, parler de spiritualité, parler d'autres médecines, pour pouvoir accompagner le patient jusqu'au bout. Ça, c'est la compassion, c'est avoir cette notion de qu'est-ce que je peux faire, même s'il est dans cet état-là, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à traverser la mort, aller vers la mort, voilà. Mais je pense que c'est le véritable rôle d'un médecin et de tout soignant, pas que médecin. Je crois que tous les professionnels de la santé qui sont engagés dans cette voie de la santé intégrative ou la médecine fonctionnelle, il y a plusieurs terminologies qu'on entend aujourd'hui, les soins complémentaires non médicamenteux, c'est de pouvoir donc avoir cet éventail d'offres où on va voir que le patient peut établir une réelle connexion dans son essence, dans sa volonté de s'exprimer et de devenir en cohésion avec l'être
suprême qu'il peut devenir. Tout à fait. Je pense que c'est au médecin de s'adapter, puisqu'il est soignant. Le rôle du soignant, c'est de mettre à disposition du soigné tout un panel d'approches, d'attitudes pour qu'il puisse aider au mieux. Au niveau personnel, Oui. tu as également cheminé pour devenir moine bouddhiste. Quand on a conscience de la souffrance qu'il peut y avoir autour de soi et dans la vie de tous les jours, se pose tôt ou tard la question du sens de la vie. C'est-à-dire, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là? Et pour celui qui n'a pas la chance d'avoir une foi, c'est-à-dire de ne pas avoir une croyance forte, comment vivre ce monde qui paraît immonde? Et donc j'ai trouvé cette spiritualité sans Dieu qui, moi, m'a donné sens à ma vie, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va être au-delà, s'il y en a, on verra peut-être si je suis optimiste, mais s'il n'y a rien, c'est si je suis là, pourquoi faire? C'est un peu le Sisyphe qui est là, qui descend sa pierre, la remonte, et donc pourquoi je vis? Qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Qu'est-ce qui donne valeur à ma vie? Et je me suis très rapidement compte, de par ma fonction de médecin, de par mon intérêt pour la médecine, que c'est dans la relation, c'est dans la rencontre, c'est dans le sens, dans ces instants où on se sent utile pour les autres, que je m'enrichis, je me réjouis, je remercie mes malades. C'est l'occasion de vraies et belles rencontres, à condition qu'elles soient d'âme à âme, qu'elles ne soient pas prenez-vous ce comprimé, et, combien je vous dois, au revoir et merci. Et donc dans cette spiritualité sans Dieu, où la notion d'ouverture aux autres, c'est juste ouvrir les yeux, c'est agréable d'être ensemble, de façon apaisée, de façon épanouissante et constructive, mais ça demande un effort, ça demande une attention, ça demande parfois certaines connaissances et capacité d'aller au-delà les provocations du mental de l'autre ou d'attitude, quoi. J'aime bien quand tu dis ça demande un certain effort et de l'attention. Oui. Et dans cette canalisation d'attention, parfois, hein, dans la vitesse de la vie et en tant que professionnel de la santé, on est comme empêché de prendre le temps. Quel serait à ce moment-là le conseil? Parce qu'on sait que dans la volonté de cette relation que tu valorises, il y a tout l'aspect d'authenticité, de toucher la vulnérabilité qui va faire en sorte qu'il y a une réelle connexion, une réelle relation. Moi, la première chose qui me paraît importante, c'est de se taire. Oui. Et d'écouter. C'est-à-dire que, comme on dit, il faut deux oreilles, il y en a deux oreilles et une seule bouche, parce qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Mais je pense que le premier rôle du médecin, c'est de se taire, quoi. Et de ne pas couper la parole, et de ne pas partir dans des diagnostics. C'est juste, d'abord, se connecter, se taire, et entendre ce qui paraît important ou pas. C'est-à-dire entendre et écouter les mots-clés, les mots qui donnent du sens, les mots qui portent. Combien de fois, dans le cas de la médecine générale, souvent en terminant la consultation, en partant, paf, il y a un petit mot, et c'était ça le plus important. Il fallait juste donner le temps pour que la personne accouche de ce terme, s'autorise à exprimer, et c'est là où il faut s'arrêter et creuser un peu. Quelqu'un qui porte son attention intentionnellement, c'est un peu manifester de l'amour dans sa véritable dimension, qui n'est pas possession, qui n'est pas pour moi et à moi, qui est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et c'est un petit peu comme un amour, je sais pas, parental. On peut être en désaccord avec son fils ou sa fille, pour autant ça n'empiète pas du tout l'amour inconditionnel qu'il peut y avoir au départ. Ben oui, moi je les aime, mes patients. J'ai pas de mal, j'ai pas de difficulté à dire cela, mais il faut bien comprendre le mot aimer. C'est pas Eros, c'est pas du tout ça. C'est soyons le mieux possible ensemble. En fait, c'est l'amour de la vie, de l'individu, de l'être humain dans toute sa splendeur et sa souveraineté. Voilà, et je pense que si on installe, la vie, elle attend qu'on lui sourie. La vie, elle attend qu'on lui sourie. La vie, elle aime qu'on l'aime. Donc il faut cette attitude de confiance en soi,
confiante d'ouverture pour qu'on ne la regarde pas, la vie, les gens avec dégoût, avec méfiance, parce que là, on s'enferme, on se renferme, et à la longue, ça sent le renfermer, quoi. Si on est toujours avec soi-même, c'est pas très... L'air est vicié après. Voilà. Fulvio, tu enseignes à la faculté de médecine et de psychologie à l'Université de Nice, Ouais. la méditation Oui. et la relation thérapeutique, c'est ça. Oui. Donc, on voit très bien que là, on s'éloigne du pattern de la médecine paternaliste, comme tu dis, où il n'y a pas d'attention, on dicte. Il n'y a pas d'ordonnance. Le fameux terme ordonnance qu'on disait tantôt, qui est un peu biaisé parce que l'ordonnance de justice. Oui, c'est ça. On n'est pas dans l'ordonnance de justice des qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, qu'est-ce qui vous paraît le plus souhaitable pour vous. Le spécialiste de la maladie, c'est le patient. Moi, j'ai l'expérience d'une maladie en général. Donc, je mets au service de la personne qui est en face de moi une certaine forme d'expérience, mais qui n'est pas un savoir universel, ou c'est juste le fruit d'études et d'expériences, mais qui doit être au service de la façon de voir du patient. Et quand tu as débuté donc cet enseignement, c'est en quelle année? De quoi, enseignement? Que tu as de la méditation La méditation, c'était d'à peu près dans les années officielles, professionnellement, hein, ouais. Dans les années 2000 à peu près. Et comment c'était perçu? Parce qu'on s'entend que c'est beaucoup d'innovation. Alors, il s'avère que j'ai commencé à me lancer dans l'enseignement de la méditation alors que j'étais président des thérapeutes comportementalistes dans le Sud-Est. J'avais créé l'association azuréenne de thérapie comportementale et cognitive. Et honnêtement, Brigitte, j'avais très peur. C'est-à-dire que parler à une assemblée de psychiatres et de psychologues de bienveillance, de méditation, en me sachant très porté sur la spiritualité, j'avais peur d'être catégorisé, etc. Mais j'ai eu beaucoup de chance que Jon Kabat-Zinn était là, la science était là, la découverte scientifique, que ça avait un intérêt médical, que ce n'était pas uniquement pour des visions spirituelles qui sont très personnelles. La spiritualité, les religions, ça concerne, c'est personnel. On n'a pas à l'enseigner à la faculté. Mais par contre, ce savoir, prendre conscience que méditer, ça fait du bien au corps et à l'esprit, là, je me suis permis d'en parler. Oui, et Jon Kabat-Zinn, d'ailleurs, il l'a mis sur pied, donc le Mindfulness-Based Reduction, Stress Reduction Base, et il y a beaucoup de professionnels de la santé qui ont embrassé son programme, et lui, il est installé à Massachusetts, et puis ça a été un moment, je dirais, d'expansion des possibilités dans le domaine médical, parce que justement, on arrivait avec des données scientifiques. Avec des données scientifiques, mais surtout avec tout à fait une autre approche de la maladie. C'est-à-dire que moi, en tant que médecin, surtout dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie, on était des spécialistes de ce qui ne va pas. C'est-à-dire que quand on voyait arriver quelqu'un, on se disait, mais il souffre de quoi? Quelle est sa maladie? Quel est l'étiquetage que je peux porter sur telle ou telle personne? Et je raconte toujours l'expérience d'un patient qui m'a vraiment tout appris, plus que des grands professeurs de psychiatrie. Un patient qui découvre son diagnostic, je suis une personnalité comme ceci et comme cela, et qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit « Et alors ?» Et alors? Et ce « et alors ?» pour moi, ça a été une révélation. Pourquoi? Parce que plutôt que de s'occuper de quelle est sa pathologie, son étiquetage, c'est s'appuyer sur ses compétences, ses forces intérieures pour extraire de là. Le diagnostic est capital, essentiel, mais ça n'est qu'un étiquetage momentané et une probabilité, une possibilité. Mais c'est intéressant pour le médecin, pour choisir plus ou moins une stratégie. Mais le patient, je pense que trop de patients que j'ai en thérapie souffrent d'avoir eu un étiquetage qui pour eux est définitif. Ce que tu exprimes, j'en ai discuté avec un neuroscientifique, Dr. Joël Monzi, je ne sais pas si tu connais, et il me partageait que souvent aujourd'hui, au niveau de, justement, quand un patient reçoit un diagnostic, il s'identifie.
c'est comme il est figé dans le temps avec cette étiquette et ça crée justement un état de stagnation qui est très nocif pour éveiller le potentiel parce que, comme dirait Dr Gabor Maté, je ne sais pas si tu connais, qui parle beaucoup des traumas. Oui. Donc, lui, sa perspective, et tu vas te reconnaître dans ce que je vais exprimer, c'est que quand on reçoit un diagnostic d'ordre psychiatrique, ça peut être une expérience humaine. Bon, c'est sûr qu'il y a des grandes pathologies comme la psychose ou la schizophrénie, mais ça reste que il faut viser le potentiel de l'individu au lieu de le mettre de le cataloguer. L'étiquetage est dangereux, l'étiquetage peut être faux et très traumatisant pour le patient. Ça, c'est vrai. Donc le côté diagnostic est intéressant pour le médecin, mais il doit le garder pour lui. On est toujours en constante évolution, mais le fait de partir du principe de ce « et alors », je suis imparfait, mais qui ne l'est pas? On est tous imparfaits. Donc le problème, c'est se dire « ok, j'ai cette difficulté, mais qu'est-ce que je peux utiliser comme ressources, comme compétences qui sont en moi pour pouvoir me sortir de là ?» et pas passer tout son temps sur le problème et ne pas avoir une approche un peu solution. Mm-hmm. Potentiel, mais c'est le rôle du médecin de ok, faire le diagnostic de ce qui crée la souffrance, mais s'il n'a pas derrière une action compassionnée qui cherche une solution, on peut passer des journées, des mois, des années à parler des problèmes sans jamais évoquer une solution. Comment? Je pense que j'avais un jour croisé le doyen de la faculté de médecine de Nice, qui était le professeur Richelme, qui disait que sur le fronton de la faculté de médecine, de toutes les facultés de médecine, on devait effacer le pourquoi et mettre le comment. C'est-à-dire comment mon problème est arrivé, comment ça s'est installé, et qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire pour désinstaller ce problème. C'est juste dans le comment. La force, c'est la technique, c'est la méthode. Donc il faut vraiment réfléchir aux possibilités, aux différentes méthodes possibles pour sortir de là. La force, c'est vraiment la méthode. On parle souvent d'environnement, hein, l'importance de l'influence. Et moi, quand je parle d'environnement, c'est pas seulement l'environnement extérieur et de la communauté, tout le support, mais c'est aussi l'environnement intérieur qu'on chérit, qu'on honore tous les jours. Donc, à travers la méditation que tu enseignes et que tu pratiques, sûrement tu as vu des patients qui ont été transformés, qui ont été transcendés dans cette pratique. Mais pas que des patients, des psychiatres, des psychologues, qui ont changé par la découverte de cette méthode une nouvelle manière d'être avec eux-mêmes et avec les autres. Comme je disais dans la conférence samedi, on a besoin de nourriture terrestre, l'environnement, tout ce qui est de l'ordre des sens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je mange, ce que je goûte, etc. Mais aussi, on a besoin de nourriture affective. Et l'affectif, c'est du relationnel. Relationnel à soi, relationnel à ses proches et aux gens qui nous entourent. Donc, on est corps et on est esprit. Donc, il faut les deux. L'harmonie des deux. Oui. Et ça, c'est un travail. C'est pas forcément... ça ne tombe pas du ciel. Et c'est pour ça que je pense que le travail de la méditation qui harmonise corps et esprit est vital pour la santé. Enfin, moi, je sais pas comment je pourrais faire autrement. Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement utile pour les psychiatres, les psychologues, parce qu'ils vont prendre en charge la souffrance. Mais cette pratique n'est pas réservée à la maladie. C'est le premier outil de prévention psychiatrique. Il n'y a pas d'autre programme dans le monde qui existe à l'heure actuelle de prévention dans le domaine de la santé psychique. Et c'est validé, les médecins avec la blouse blanche le disent. Donc il faut l'enseigner à tout le monde, aux enfants, il faut commencer très tôt. Justement, on devrait commencer à l'enfance à partir de peut-être l'âge de 8, 9, 10 ans. Tout à fait. Parce que au niveau préventif, c'est absolument phénoménal. Il y a des études qui ont été faites, sûrement tu en as entendu parler, que la pratique de la méditation va diminuer la sensation de douleur, de détresse, et c'est très fort là-dessus. Et
moi, j'ai vu des patients, ils ont diminué de 80% et même ils ont arrêté les antidépresseurs ou les antidouleurs qui venaient complètement les détruire au niveau de leur vitalité parce que... Je pense que c'est une compétence qu'on a tous, Ouais. mais c'est une compétence, même si on a un beau terrain, si on ne le cultive pas, il n'y a rien qui va pousser. Et on sait tous que pour apprendre une langue, il faut faire des efforts. Pour apprendre à faire du sport, pour apprendre à respirer, on nous apprend à manger, on nous apprend à respirer, on nous apprend à se déplacer. Mais qui nous apprend à être avec nous-mêmes? Qui? Personne. Donc, je pense que, surtout de nos jours, si on porte notre attention on amène notre voiture à réviser, contrôler les niveaux, et ma voiture, moi, mon véhicule, mon esprit, qui s'en occupe? Qui va faire la révision? Donc, prendre son temps, ne pas le gaspiller pour faire le point sur qu'est-ce qui est, comment je vis, comment je me sens, c'est vital. Et personne d'autre peut le faire. Oui. Personne d'autre va dire, tu es... Voilà. En fait, il faut avoir la possibilité d'être conscientisé. Se respecter. Et se respecter, oui. Conscientiser et respecter. Mais prendre ce temps-là, c'est vraiment pas le perdre. Hein. C'est en gagner. Hein. C'est vraiment très important. Tu me partageais que ton fils méditait et tu disais, mais voyons, il y a tellement de choses excitantes à faire. Mais bon, c'est un peu comme un effet miroir de dire, quand on comprend les bénéfices de la méditation, on peut méditer, on peut être en silence pendant des heures, enfermé, seul. Mais quand on retourne dans les activités en relation, on est beaucoup mieux connecté. Voilà. Certaines personnes peuvent penser que c'est pas la vie, quoi. C'est être face à un mur et c'est pas la vie. Alors que c'est là on voit la vraie vie. Mais mon fils, quand il a découvert, j'étais heureux, mais vraiment heureux pour lui, de découvrir qu'il était passionné de la plongée en apnée. Et lorsqu'il m'a expliqué ce qu'il fallait faire pour plonger en apnée, mais pour moi, il avait tous les ingrédients de la pratique méditative et effectivement, il n'avait pas besoin de se mettre face à un mur. Il avait besoin d'être immergé dans l'eau. À quoi et d'être dans cette dimension qui nous dépasse largement. Parce que cette question de l'au-delà, tôt ou tard, va se présenter. Oui. Notre chemin se termine tous un jour. C'est une histoire qui se termine mal toujours. Oui, c'est une histoire qui se termine mal. Donc, c'est une transition. C'est une transition, mais comme les grands voyages, c'est-à-dire que si je pars au Québec, si je pars aux États-Unis ou autre, je prépare ma valise, je prépare mon voyage, etc. Mais pour ce grand voyage, comment je m'y prépare? Oui. On part comme ça. Fulvio, c'était un hommage, un honneur. C'était très enrichissant. Merci à toi. Partager avec toi. Puis ce sera une prochaine, on se reprend. Avec plaisir. Avec plaisir.